Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, pour cela, nous allons rattaquer la Révolution française. Et à cela, donc, nous allons continuer. Nous avions vu donc la Grande Peur. Souvenez-vous, nous avons vu la carte de la France, avec tous ces traits qui partent un petit peu en traviole, tout ça. On avait vu que donc la France vit dans la peur. Je vous ai donné l'exemple, vous savez, avec les paysans. Les paysans, voilà, ils en peuvent plus, ils pillent les châteaux, parce qu'ils ont peur que les nobles aient envoyé des bandits. Donc, ces bougres de paysans attaquent le château et brûlent les contrats de servage, rappelez-vous. Donc, les paysans sont libres. Le tiers-État commence à avoir beaucoup plus de liberté. Et le problème qui va se poser, c'est que la France est en feu. Voilà. Tout le monde est énervé, c'est terrible, tout le monde veut tout casser. Le problème, c'est que si on laisse un pays comme ça, eh bien, il risque de s'embraser et paf, ça va tout exploser. C'est pourquoi, justement, on va essayer de cadrer tout cela. Et on va essayer de le cadrer avec ce qui marche très bien, et notamment dans notre pays, la France, les lois. Ouais. Parce que les lois, ça permet de fixer un cadre. Ça permet justement de ne pas partir dans l'anarchie. Une anarchie, c'est-à-dire c'est un système politique où en fait il n'y a plus de système politique. Et que du coup, tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, c'est un petit peu genre Mad Max si vous connaissez. Voilà, c'est tout le monde pour sa pomme. Et là, justement, c'est ce qu'on veut éviter. On veut quand même un peuple français uni. Parce que le problème, c'est que si la France se divise, boum, les autres pays vont en profiter pour envahir tout ça, et la France sera complètement divisée. Ça va être la catastrophe. Mais c'est pourquoi, justement, les Français vont reprendre la main et qu'ils vont rédiger la nouvelle Constitution. Alors cette Constitution, vous l'avez dans l'étape 2, le renouveau. Ouais, on se la joue Reine des Neiges, mais bon. Alors, thème 1, donc décret des 4, 6, 8 et 11 août 1789. Alors pour cela, vous avez deux documents. Le premier, celui que vous avez sous les yeux, normalement sur votre cours, vous l'avez le cours, normalement. Donc vous avez l'article 1, etc., article 2, article 3, etc. Et vous avez aussi la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, je vous laisse le lire. Je ne vais pas vous le lire parce que ça va être infâme. Je vous laisse le lire, tout ça, article 1, article 2, la DDHC, etc. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller regarder sur un dictionnaire, etc. Alors, qu'impliquent ces décrets, justement? Vous pouvez écrire, et après j'explique. Ces décrets impliquent la fin du régime féodal et des privilèges. Point. Ah oui, petite chose. Je sais que je peux dicter vite, mais il y a une astuce. Normalement, en bas de votre vidéo YouTube, ici peut-être, vous avez une petite roue. Ce sont les paramètres. Vous appuyez sur la petite roue. Et normalement, vous aurez la vitesse. Et vous pourrez me mettre au ralenti. C'est terriblement drôle. Mais voilà, je vous conseille, j'ai fait quoi moi, je crois, en 50. C'est-à-dire que je parle beaucoup plus lentement et ça vous permet d'écrire. Tranquille. Bon, après, mettez-moi plus vite parce que sinon ça va vite être pénible. Voilà, je continue. Donc je disais, ces décrets impliquent la fin du régime féodal et des privilèges. Point. Désormais, les Français sont des citoyens égaux devant la loi. Point. Final. Ouais, après c'est compliqué. Alors, qu'impliquent ces décrets? Donc, comme je vous le dis dans la réponse, justement, ils impliquent vraiment, comme on l'a dit précédemment, la fin du régime féodal. C'est fini. Il n'y a plus de seigneurs. Mais
Et oui, il y a un mais. Le problème, c'est que les paysans doivent racheter les terres. Et oui, on va pas non plus les donner gratuitement, bon bah tenez vos terres, non. Il faut qu'ils les rachètent, justement. Et après, ils en seront propriétaires, tranquille. Et là, à la différence d'avant, c'est que leur culture viendra à eux. Et qu'ils n'ont pas donné à donner trois quarts de leur culture, etc. Non, là, tout leur va à eux. Bon, après, ils auront des impôts, hein, mais bon, ça c'est normal. Et les Français sont citoyens égaux devant la loi. Et ça va changer. Parce qu'à l'époque, le titre valait. C'est-à-dire que par exemple, si vous étiez un paysan, il y avait par exemple un conflit entre un paysan et un noble, ben, le noble gagnait. Il y avait de grandes chances pour que le noble sorte vainqueur et que le paysan se fasse complètement plumer. Alors que là, par contre, il n'y a plus de titre. Il n'y a plus de oui, moi je suis le noble, donc j'ai forcément raison. Non, non, tu te tais et puis bah voilà, tu seras jugé comme tout le monde. Il y a vraiment une notion d'égalité. Et ça, on le retrouve bien dans les décrets, justement, où ils nous disent donc toutes les justices seigneuriales sont supprimées. Et surtout, la justice sera rendue gratuitement. C'est-à-dire que voilà, il n'y aura plus de notion d'argent, vous ne devrez pas payer, tout ça, enfin c'est ce qui est normal. Et voilà, donc, comme il est dit aussi à l'article 11, tous les citoyens, sans distinction de naissance. Et c'est ce que je vous disais, ça veut dire que vous naissiez paysan, bourgeois, artisan, enfin, non, ouais, non, peut-être éviter ce truc, noble, aux yeux de la loi, vous êtes pareil. Idem. Identique. Pourront être admis à tous les emplois et dignités religieux, civils et militaires. Pareil, ça veut dire que qui que vous soyez le fils d'un paysan, d'un artisan, d'un machin, d'un truc ou d'un noble, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, après, il faut avoir les connaissances. C'est-à-dire que c'est pas le paysan qui va aller faire militaire. S'il a, voilà, s'il a rien en muscle, voilà, s'il peut pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut avoir quand même les capacités, comme aujourd'hui. Non, c'est par exemple, nous, on pourrait pas faire astronaute. Enfin, après, je sais pas dans la classe s'il y en a qui se dessinent de vouloir être astronaute. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ici? Mais bon, bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir quand même les capacités, mais cette fois, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez, en coiffure, c'est comme si j'avais dit, bon, bah alors les plus pauvres, vous dégagez, je vais garder les plus riches, voilà, les plus riches pourront être coiffeuses, les plus pauvres, oh bah à la limite, vous pourrez ramasser les cheveux, si vous voulez, ça vous occupera. Voilà, vous voyez, c'était ça à l'époque. Et bien ça, paf, on a tout enlevé, maintenant, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc il y a beaucoup plus d'égalité. Après, voilà, comme je vous le disais, l'égalité, elle est... tout est relatif. Parce que le problème, c'est que les paysans, ils savent ni lire ni écrire. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est... Bah, ils vont rester dans les champs. Voilà. Oui, forcément, ils vont pas aller voilà, se pointer en tant qu'écrivain ou alors faire des armées parce ils ont pas la culture pour, justement. Et ça va durer un petit peu de temps, le temps que tout le monde, vous voyez, se remette à niveau, que voilà, les différences cessent. Alors, précisez les différentes libertés. Pareil, je vous laisse réfléchir, tout ça, blablabla. Donc là, vous pouvez être pause, réfléchir à la question, écrire la question, écrire un papier, et après vous mettez en route. Enfin, vous mettez en lecture. Vous pouvez écrire. La liberté présente différentes formes, de petits points, liberté de conscience et de culte, virgule, liberté d'expression, virgule, liberté de circulation, virgule, de réunion. Point final. Alors, ça, c'est tout dans le texte. Vous voyez, quand vous avez ce genre de questions, c'est tout bête. Allez dans le texte et précisez.
Bon, là, je l'ai pas fait, justement, et c'est pas bien. Mais ce que vous faites, c'est que, par exemple, liberté d'expression, vous prenez l'article, c'est lequel qui parle de ça. Il me semble que oui, voilà, c'est dans la DDHC. Dans la DDHC, justement, on parle de cette liberté d'expression. Vous dites quel est l'article, selon la DDHC, l'article machin. C'est important parce qu'en fait, ça permet de montrer que vous avez compris le texte et que justement, vous savez puiser des informations pour les remettre dans votre question. Et ça, c'est bien. Alors, revenons-en aux différentes libertés. Liberté de conscience et de culte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous pensez ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous vouliez être chrétien, juif, protestant ou je ne sais trop quoi, enfin catholique ou protestant, on s'en va les steaks. Vous êtes ce que vous voulez. Bon, après je vous dirais, si vous êtes juif, il y a encore des préjugés. Hein. Vous souvenez-vous, justement, on avait parlé en début de cours, au début du chapitre, les juifs, c'était pas non plus, voilà, ils étaient pas très très bien vus. Et alors, je vous parle même pas des musulmans. Alors eux, voilà, non, on en fait même de cas, les musulmans, c'est le mal. Donc, vous voyez, à chaque fois, on dit, ouais, vous êtes libre. Mais pas totalement. Vous devez rester dans les clous. C'est-à-dire que, oui, ça, ah non, mais parfaitement, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Donc, c'est pas Jéhovah ou Allah. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, liberté de conscience, oui, non. On n'est pas encore comme aujourd'hui en France où, voilà, en France, vous pouvez être ce que vous voulez. Tant que vous ne faites pas de mal aux gens, ça passe. Ensuite, liberté d'expression. Alors, liberté d'expression, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est là où, justement, je veux en venir. C'est que vous voyez quand même, la DDHC est faite en 1789. Donc, elle a 2 ans et des poussières. Et elle est encore valable aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas pour la même chose. Parce que liberté d'expression, à l'époque, c'était la parole, l'édition, la presse. C'était pas encore Twitter et Facebook et Instagram. Voilà, c'était pas... La liberté d'expression, voilà, elle s'est adaptée au milieu. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était par rapport à ce que vous disiez, par rapport aussi à la presse, dans les journaux, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et aujourd'hui, vous voyez, elle s'est adaptée aux réseaux sociaux, la liberté d'expression. Même si, voilà, elle va peut-être être vue au vu des dernières actualités. Hashtag Mila, hashtag Charlie Hebdo. Bref, donc liberté d'expression à l'époque, voilà, vous avez le droit de critiquer le roi, on s'en fiche. Voilà, vous pouvez. La presse peut. Voilà. Et vous avez le droit surtout de lire ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez dire oh non, moi j'aime pas le roi. Voilà, vous avez le droit. À l'époque, avant la révolution, la monarchie absolue, vous pouviez dire je déteste le roi est nul. Vous pouviez, comme vous pouvez aussi mettre la main dans la lave. Vous pouvez parfaitement, mais qu'une fois. Voilà, parce que après, vous êtes mort. Et là c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant, justement, la Révolution, vous disiez « Oui, le roi, c'est de la merde ah bah le roi !» Et vous mourriez. Au mieux. Au pire, on vous torturait, on tuait la famille, bref, vous savez, le béaba. Ensuite, liberté de circulation et de réunion. C'est-à-dire, vous pouvez faire des petites réunions, vous avez le droit d'aller où vous voulez, etc. Voilà. Donc vous voyez, ces libertés sont quand même encore présentes aujourd'hui, et c'est ça qui est important dans l'histoire, c'est que le passé nous apprend le présent. Ouais, c'est beau, c'est la passion. Bref, indiquer les autres droits, qui les garantit, qui les limite. Alors vous pouvez écrire, les autres droits sont la souveraineté populaire, virgule, l'égalité en droit, entre parenthèses, justice, fermez la parenthèse, point. Ces droits sont garantis et limités par la loi, virgule, expression de la volonté générale.
entre parenthèses, la nation. Point. Final. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a les droits? La souveraineté populaire. Qu'est-ce que c'est la souveraineté populaire? La souveraineté, c'est ce qui dirige. Populaire, c'est le peuple. Donc concrètement, c'est le peuple qui dirige. D'ailleurs, on va le voir après. Le peuple, quand même, a beaucoup plus de droits. Maintenant, il est beaucoup plus mis en avant, contrairement à avant. Lors de la monarchie absolue de Louis XVI, le peuple, on s'en fiche. Voilà, c'est le roi. Le roi, il fait tout. Voilà. Alors que là, c'est le peuple qui fait tout. Et tout cela, justement, le peuple va se réunir, donc on va créer des assemblées, et on va créer des lois. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, les lois vont permettre de cadrer les choses. Et elles vont permettre de retranscrire ce que veut le peuple, cette liberté, mais tout en le cadrant, pour pas que ça parte en cacahuète. Voilà. Donc, qui les garantit? Le peuple et les ministres, on le verra plus tard, et qui les limite? La loi. C'est la loi qui limite tout ce qu'on peut faire. Par exemple, pas le droit de tuer, enfin oui, je vais dans l'extrême, mais voilà, c'est ça. Alors, sur quel principe l'organisation de l'État est-elle fondée? En quoi ce texte a-t-il une portée universelle? Alors là, pareil, vous avez la réponse dans la DDHC. Donc vous pouvez écrire l'organisation de l'État. Oui, aussi autre chose. Si par exemple, votre réponse est grosso modo à peu près ce que je dis, c'est bon, vous pouvez laisser. Par contre, attention, je veux des phrases. C'est-à-dire, je veux pas juste un mot, par exemple, préciser les différentes libertés. Vous mettez pas liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de circulation. Non, je veux des phrases. Parce que quand vous faites des réponses, il faut des phrases, il faut agrandir votre réponse, il ne faut pas juste donner des paf 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 comme ça. Non, il faut avoir de l'expression. C'est ça le français, justement, c'est de savoir si vous pouvez communiquer par des phrases. Tout bête, hein, mais des phrases. Voilà. Donc vous pouvez écrire. L'organisation de l'État est fondée sur les principes de la souveraineté du peuple, virgule, la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. Point. Ce texte a une portée universelle car il ne se réfère à aucune religion, virgule, aucun régime politique, et il concerne tous les hommes. Point final. Alors, chose importante qu'on peut remarquer dans les décrets et dans la DDHC, c'est cela. Le peuple, il a le pouvoir, comme je vous le disais. Mais également, nous avons la séparation des pouvoirs. Et ça c'est important. On va le voir d'ailleurs avec le tableau suivant que je vous projeterai là. Le pouvoir va être divisé. On veut plus d'un roi qui a tous les pouvoirs. On veut le peuple qui a le pouvoir, mais pas qu'un gars. Il ne faut pas qu'il y ait un seul type qui ait tous les pouvoirs. Non, on va le diviser entre différentes institutions. La garantie des droits, donc le respect des droits pour tous, et surtout une portée universelle. Universelle, c'est pour tout le monde. Que vous soyez catholique, protestant, on s'en fiche. Ça marche pour tout le monde. Et de même, il ne concerne aucun régime politique, monarchie constitutionnelle ou république, je vais en parler après. Alors après, il concerne tous les hommes, oui, comme on va le voir avec le tableau justement, et là vous allez encore rager, mais les femmes, niveau droit, c'était pas encore du grand luxe, hein, non, c'était pas encore ça. Voilà. Mais ça, on va le voir tout de suite avec le
tableau. Et paf, la magie du numérique. Et oui. Donc là, nous nous retrouvons avec la carte de la France. Donc celle que je vous montrais, avec la grande peur, tout ça, voilà. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on a la grande peur. On crée la DHC, donc que vous avez dans le tableau. Alors oui, d'ailleurs, petite indication. Oui, donc là, vous avez les tablettes de la Constitution. Et au-dessus, justement, vous voyez, vous avez un ange et notamment une pyramide avec un œil. Alors, attention, ce n'est pas les Illuminati. Je ne fais pas partie des Illuminati, je ne veux pas vous en regarder. Bref. Non, en fait, ceci, c'est le symbole de Dieu. C'est-à-dire, une pyramide, c'est la Sainte Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ça, justement, voilà, c'est pour dire que, certes, le roi n'a plus tous les pouvoirs, blablabla, mais quand même, on reste sur quelque chose de divin. C'est-à-dire, Dieu, il n'est pas parti, hein. Il est encore dans l'esprit des Français. Et c'est pour ça que cette nouvelle république, la nouvelle monarchie qui va être mise en place, et ensuite la république, toujours sous le couvert de la religion. La religion ne disparaît pas. Il y a toujours Dieu au-dessus. Mais simplement, il n'y a plus qu'un mec, il n'y a plus un seul mec pour le représenter, il y en a plusieurs. Il y a le peuple. C'est pour ça que donc au-dessus de la déclaration, donc, vous avez la Sainte Trinité, pour dire que la Constitution est en quelque sorte validée par Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc ça, c'est bon. Donc vous voyez, on met des clauses. Et on va créer un nouveau gouvernement. Parce que comme je vous le disais, il faut cadrer les choses. Parce que si vous ne cadrez pas, c'est la catastrophe. Et ça va devenir une sale histoire. Vous le savez très bien. Alors, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, c'est très simple. Vous avez les citoyens actifs. Citoyens actifs, attention, car comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des libertés, certes, mais les libertés sont cadrées. Et en l'occurrence, les citoyens actifs doivent avoir plus de 25 ans et surtout payer. Et oui, car... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on va essayer de cadrer tout cela avec les citoyens actifs en premier lieu. Alors attention, n'importe qui ne peut pas être n'importe quoi. C'est-à-dire que, certes, il y a des libertés, mais qu'elles sont cloisonnées. Donc, on a des citoyens, le peuple, qui peut voter. Ça, c'est très bien. On a un suffrage. Donc on va au bureau de vote, on vote, c'est très bien. Mais, et oui, je dis mais, il y a des limites. Et oui, c'est l'histoire. Vous savez de quoi je parle. Et donc, là effectivement, nous avons donc les citoyens actifs, mais attention, 25 ans. Vous ne pouvez pas voter avant 25 ans. Ensuite, vous devez payer un impôt. Vous devez payer pour voter. Vous devez payer 15 livres. Bon, je ne sais pas combien ça vaut aujourd'hui. Mais bref, vous voyez quand même dans l'esprit qu'il faut payer pour voter. Contrairement aujourd'hui où vous n'avez pas besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la monnaie, on appelait ça le sens. C'est pour ça que nous avons appelé ça un suffrage censitaire. Voter en payant. Et il y a un dernier détail. 50 000 électeurs masculins. Et oui, les femmes, on s'en fout. Voilà. Et là, c'est le moment où vous criez. Bon, ça tombe bien, vous n'êtes pas devant moi. Donc, effectivement, ce doit être seulement des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout confiance en elles. Hein, on a même les pétoches. Les hommes ont les pétoches des femmes. Parce qu'on se dit, elles sont dangereuses. Déjà, elles sont pas très cultivées, donc bon, c'est la pensée de l'époque, hein, pas les miennes, donc on garde les pierres là où elles sont. Et surtout qu'en plus, on a peur des femmes. Parce que les femmes à l'époque sont connues pour être des empoisonneuses. Et oui, c'est l'histoire. Donc, pas de femmes. Nada.
Alors, nous avons les citoyens actifs. Et ces citoyens actifs, ils vont voter pour deux institutions. Tout d'abord, le pouvoir judiciaire, composé de magistrats professionnels. Alors, pouvoir judiciaire, ça va être tout ce qui va s'occuper de la justice. Donc, l'organisation de la justice, les lois, etc. Ensuite, vous avez le pouvoir législatif. Législatif, assemblée composée de 745 députés hommes, élus pour 2 ans. Alors, que fait le pouvoir législatif? Il va voter le budget, donc le budget et la loi. Donc le budget, ça va être tout ce qui va être les dépenses de l'État. Et la loi, c'est ce pouvoir législatif, cette assemblée qui va créer les lois. Et il y a un dernier élément. Et là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais attends, on a fini la monarchie absolue. Normalement, il ne devrait plus y avoir de roi. Eh bien, si, il y a encore le roi. Et il est là, le pouvoir exécutif. Il a encore 2 rôles. Celui, tout d'abord, de nommer des ministres. Ministre de la guerre, ministre de l'économie, etc. Et ensuite aussi, il a un droit de veto sur la loi. C'est-à-dire, droit de veto, qu'est-ce que c'est? Vous avez la définition en dessous. C'est le fait de pouvoir, comme il dit, suspendre, voilà. Suspendre une loi. C'est-à-dire, il dit, ah, cette loi, elle me plaît pas. Vous la refaites. Et du coup, elle revient à l'Assemblée, et l'Assemblée, la rechanger, et paf, elle va en proposer, et voilà. Après, il me semble que, il n'y a pas non plus 500 000 droits de veto. Hein. Bon, s'il s'oppose à une loi, au bout d'un moment, il ne peut pas non plus dire toujours « Non, mais refaites-la. » Non, je crois que c'est pas illimité. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, que le roi est toujours à la tête du pouvoir, il a le pouvoir exécutif, donc voilà, il est toujours au-dessus. Donc concrètement, nous avons encore un roi avec une constitution. C'est pourquoi, cette fois, ce n'est pas une monarchie absolue, c'est-à-dire, ce n'est pas une monarchie avec un roi qui a tous les pouvoirs, c'est une monarchie, avec un roi, constitutionnelle. Donc avec une constitution, avec donc la DDHC, qui va établir donc, tout ce qui est pouvoir législatif, judiciaire, etc. Donc, vous voyez, là, on passe d'une monarchie à une autre. Et la monarchie constitutionnelle, il en existe encore une aujourd'hui, enfin, même plusieurs, mais il y en a une que vous connaissez, c'est en Angleterre. Et oui, l'Angleterre est encore une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que l'Angleterre est dirigée par une reine, Elisabeth II, et qu'il y a en dessous donc le First Minister, le Premier ministre, avec ses ministres, avec l'Assemblée, la Chambre des Lords, etc. Et voilà, donc ils ont un peu la même conception en plus compliquée. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, ça existe encore. Et ça marche. Mais on va voir que en France, non, on ne veut pas de monarchie constitutionnelle. Non, pas compatible. Et notamment, on va le voir grâce à ce tableau. Alors, ce tableau, c'est il se nomme le 10 août 1792, de la monarchie constitutionnelle à la République. Alors, ce tableau est très intéressant pour comprendre l'état d'esprit des Français avec cette monarchie constitutionnelle. Donc, comment s'organise le tableau? Alors, je vais vous dicter. Donc, réfléchissez. Ah oui, je vais peut-être vous expliquer avant qui est qui. Donc, ici, vous avez les Girondins. Les Girondins, donc c'est ceux qui sont pour la Constitution, pour la monarchie constitutionnelle. Donc les Girondins, retenez bien, parce que ça par contre c'est très important, ça pourrait être dans un contrôle. Non, pardon, ce sera dans un contrôle. Et donc les Girondins, eux, ils sont pour le roi. Bon, ils sont pas non plus pour un pouvoir absolu, hein, mais ils sont pour monarchie constitutionnelle. Ils se disent, bon, ma foi, c'est pas une si mauvaise idée, voilà, le roi il a plus tous les pouvoirs, on est peinard, voilà. Bon, bien sûr, c'est les nobles, hein, donc eux, ça les arrange bien.
Et de l'autre, en face, vous avez ce qu'on appelle les montagnards. Et les montagnards, eux, ils sont pour la fin du roi. Ils ne veulent plus du tout du roi. Ils ne veulent plus du tout. Et eux, ils veulent, c'est la République. Donc avec un président et tout est quanti. Alors, première question donc, comment s'organise le tableau? Alors là, il est important de regarder le tableau dans son ensemble et de remarquer les différentes choses qui l'animent. À savoir tout d'abord la lumière. Vous voyez, dans un tableau, c'est très important justement de regarder comment s'organise la lumière, comment s'organise le tableau, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme détail, etc. Et là, on vous demande comment s'organise, c'est-à-dire comment le peintre, justement, il a fait son tableau. Comment est-ce qu'il l'a construit? Donc là, on va éviter, pour le coup, les détails, ça va être dans la question d'après, et on va s'intéresser surtout, voilà, dans le détail global. Donc, c'est-à-dire les lignes de fuite, la lumière, le mouvement, etc. Donc, vous pouvez écrire le tableau se divise en deux virgules. On distingue clairement l'opposition claire slash obscure. Donc, slash, c'est le trait, vous savez. L'opposition claire slash obscure et fixe slash dynamique. Le tableau se divise en deux, virgule. On distingue clairement une opposition claire obscure et fixe dynamique. Point final. Alors, est-ce que j'explique là-dedans? Oui. Donc là, vous voyez sur le tableau, voilà, de manière globale, on va dire, la lumière s'organise de manière différente. C'est-à-dire que là, vous avez l'obscurité, vous voyez, c'est-à-dire que les tons vont être beaucoup plus sombres, alors qu'ici, les tons sont beaucoup plus clairs. On voit beaucoup mieux les personnages, il y a beaucoup plus de clarté. Ensuite, il y a un mouvement fixe dynamique. C'est-à-dire ici, vous avez un mouvement plutôt fixe. Vous voyez, on voit avec cet homme ici, la plupart des gens ici sont assis. Lui, vous voyez, il regarde de son estrade comme ceci. Donc là, on a plus un mouvement fixe. Alors que là, on a une idée de mouvement. Pourquoi? Parce que vous voyez, par exemple, lui, il a sa jambe devant. Et la main droite. Il s'apprête à y aller. Il s'apprête à bouger. On a un mouvement. Et d'ailleurs, quand on voit le tableau, on s'imagine très clairement eux, voilà, en train de regarder la scène, et là, eux, en train de bouger. On a cette impression de mouvement. Comme aussi avec ceci, avec ces étendards. On a l'impression, vous voyez, qu'ils flottent. On a l'impression qu'il y a un mouvement. De même en haut, etc. On a vraiment l'impression d'un dynamisme. Alors, qu'est-ce que cela suggère sur la situation? Alors, vous pouvez écrire: nous avons une situation de crise où, avec un accent, les montagnards sont en conflit contre les Girondins. Point. La lumière et le dynamisme suggèrent, S-U-2-G, accent grave, R-E, suggèrent que les montagnards sont les, entre guillemets, gentils. Et qu'ils ont le dessus sur les Girondins, virgule, les méchants, entre guillemets. Point final. Alors, là, je vais pouvoir rentrer dans le détail. Et vous voyez, c'est comme ça que vous devez construire votre explication. Vous voyez, à l'aide de des questions,
il y a une logique. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va voir le tableau dans sa vue d'ensemble, c'est-à-dire sans voir les petits détails, lumière, mouvement, et vous voyez, grâce à cela, en fait, on va arriver à comprendre. Même sans connaître le nom du tableau, même sans connaître qui est qui, on arrive à comprendre la situation. Et la situation est la suivante. Alors là, pour le coup, bon, on a les Girondins ici et les Montagnards. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Girondins, vous voyez, ils sont déjà dans l'obscurité. Donc, là, ils sont... c'est pas pour rien que dans Star Wars, le côté obscur, c'est les méchants. Hein, voilà. L'obscurité, ça leur était source de gentillesse. Et là, vous voyez, ils sont dans l'obscurité. Et surtout, ils sont fixes. Mais ils sont également intéressants en termes de posture. Puisque quand vous les voyez, justement, ils sont un peu affaiblis, ils se reculent. En gros, c'est des victimes. Voilà. En gros, justement, voilà, ils sont complètement désespérés. Vous avez même d'ailleurs ce type qui se tient la tête dans les mains en mode on est foutu, on va tous se faire allumer. Et voilà, il y a ce sentiment de défaite ici. Comme aussi avec ce vieillard ici que vous avez, voilà, qui se tient un petit peu en mode c'est bon, je suis foutu, voilà. Vous voyez une signe de défaite. Voilà, on veut montrer les Girondins qui, malgré même l'air fier de celui au-dessus, sont quand même voilà, en mauvaise posture. Et de l'autre, vous avez les Montagnards. Alors eux, c'est complètement différent. Déjà, ils sont baignés par la lumière. Alors, bon, dans le contexte de l'époque, on pourrait presque dire qu'il y a une connotation religieuse. C'est-à-dire que, on va dire, oui, la lumière les baigne, c'est-à-dire Dieu est avec eux, et que, voilà, cette clarté va leur permettre de vaincre les méchants Girondins. Oui, on voit tout de suite le parti du peintre. Et justement, ces Girondins, comme je le disais, sont en mouvement. C'est-à-dire, ils ne se laissent pas faire comme les Girondins. Non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est changer les choses. Ils veulent du mouvement. Ils veulent la victoire. Et la victoire, elle ne se fait pas par hasard. Et non. C'est pourquoi, justement, ils vont aller vraiment à l'avant. Ils vont y aller, ils vont foncer, ils vont chercher leur victoire. Ils ne vont pas rester statiques. Et on le voit notamment avec les panneaux, et là notamment un petit panneau ici où il est écrit, bon c'est vrai qu'on voit mal, plus de rois. Donc vous voyez là on comprend vraiment les raisons des montagnards. Ils ne veulent absolument plus de rois. Et surtout qu'en plus, on pourrait se dire, ouais bon voilà c'est un mouvement en France, tout ça. Non, parce qu'en fait ce tableau il reflète bien l'état d'esprit des Français. C'est-à-dire, vous avez une toute petite partie ici qui se disent « Oh, la monarchie constitutionnelle, c'est pas mal. » Et là, vous avez tout le reste de la France. Vous voyez, les montagnards prennent tout l'espace du tableau. D'en haut, ici, avec les tribunes, derrière les grilles, ils sont vraiment partout. Ce qui montre que vraiment, les montagnards, ils ont la pêche. Et qu'ils sont beaucoup à penser cela. Et qu'en voyant ce tableau, justement, on peut facilement comprendre comment ça va se finir. Mais cela, ce sera pour un prochain épisode. Sur ce, bonne journée et à bientôt.